et l'ensemble des théories et des techniques qui permettent à des programmes informatiques de résoudre des problèmes et qui peuvent simuler certains traits de l'intelligence humaine. Elle permet un calcul rapide, logique, objectif dans un domaine, le domaine où elle a été entraînée par l'expérience du passé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les données, et elle peut simuler des sentiments quand on lui a enseigné. Alors c'est pas l'intelligence, parce que l'intelligence humaine, bon, c'est pas la peine de vous le rappeler, en gros, en théorie, c'est la capacité à s'adapter en principe à l'environnement qui intègre une part non mesurable, non consciente dans le cerveau humain, l'empathie, la conscience, les émotions. Puis j'ai changé un peu ma diade, et puis le bon sens. Le bon sens, on peut encore se demander de temps en temps quand on entend certaines choses, si ça fait partie de l'intelligence de tous les humains. L'expérience dans des domaines voisins et les grandes découvertes doivent aussi à l'instinct, à l'intuition, au hasard, c'est ce qu'on appelle pompeusement la sérendipité. Mais la capacité du cerveau à traiter cette information est limitée et celle des ordinateurs ne l'est pas. Et alors, cette citation d'Albert Einstein, la véritable signe de l'intelligence, c'est pas la connaissance, c'est l'imagination. Et ça, l'intelligence humaine est plus forte que l'intelligence artificielle pour ça. Alors, de temps en temps, on me demande de parler de la nouvelle médecine, la médecine de demain, pour dire que la médecine de demain ne se limitera pas du tout au numérique. Et il y a peu de périodes, comme la période actuelle, où on convergeait des temps d'avancée majeures de la biologie et des autres sciences et technologies comme le numérique. Donc l'IA est un élément important de ces progrès, mais sûrement pas le seul. Et ces progrès sont bien sûr, vous le savez, l'immunothérapie, la génomique, la thérapie génique, et toutes ces disciplines qui profitent aussi de l'intelligence artificielle qui permet l'analyse si rapide de grand nombre de quantités de données. Alors l'intelligence artificielle, pour rester un peu dans les bases, elle est faite de deux choses, des algorithmes et des données. Les algorithmes, un algorithme, c'est une suite d'opérations qui permet de résoudre un problème, de classer l'information, personnaliser la publicité, et guider les déplacements, c'est votre GPS, etc. Et puis il y a beaucoup, bien sûr, d'applications en santé. Et les données, c'est les traces que nous laissons partout, les banques, les pharmacies, les dossiers médicaux, etc. Pour adresser ce problème, on a monté, Rémi Collet faisait allusion tout à l'heure, un groupe de travail en 2017 avec Cédric Villani sur le principe que l'IA se construit sur le partage des compétences, et donc des compétences des mathématiciens et des médecins. Et donc c'est un think tank qui se réunit. On en est à la réunion numéro 80 et on a toujours entre 35 et 40 participants et l'intérêt ne faiblit pas. Et donc on a sorti 3 ouvrages à ce sujet-là. Et puis récemment, un autre groupe de travail sur les IA génératives. Je vais vous en parler, je vais vous présenter ce qui a été présenté il y a 2 jours à l'Académie de médecine. Les facteurs limitants de l'intelligence artificielle ne sont pas les algorithmes, et ça peut, tout le monde peut en faire et très vite. Les facteurs limitants sont les données. Alors il y a des données publiques, des données privées, qui sont entreposées dans des entrepôts, on appelle ça des clouds, c'est la partie romantique. C'est pas romantique du tout, c'est des gros ordinateurs qui sont cités à distance. En santé, on appelle ça les entrepôts de données de santé, EDS, qui doivent être autorisés par la Commission nationale informatique et liberté. Il y a un sujet important, c'est partager les données. Alors ça, officiellement, c'est la règle. La pratique, elle est plutôt loin de ça. Et c'est parfois un peu exaspérant. Il y a les données privées qui appartiennent à des firmes pharmaceutiques, des assurances, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les données open data, c'est celles qui appartiennent à tout le monde et ça, elles sont partagées. Et il y a les données, notamment en matière de santé, qui ont été financées par de l'argent public. D'une part parce qu'elles viennent de la sécurité sociale ou avec des financements publics, et que les administrateurs de ces données répugnent et partagent. Donc ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème qu'il va falloir résoudre, et on peut espérer que le nouveau règlement européen va permettre de le résoudre. Alors, il y a aussi des nouveaux outils comme les blockchains, etc., qui sont à l'origine des crypto-monnaies qui peuvent permettre d'avoir accès à des données. Alors les données sont un sujet géopolitique. Quand on a les données, on a le pouvoir. Les géants d'Internet, c'est pas un mystère, ils sont pas français, ils sont pas européens.
Américains et Chinois se partagent 60% des données du monde. Alors, quelle place pour l'Europe? On va en reparler. L'Europe a privilégié plutôt, on le verra, la protection des données personnelles. Il y a des plans nationaux et un plan de l'Union européenne qui est en train de se construire. Alors, les aspects politiques de la protection des données, l'Union européenne privilégie la protection des données. Certains ont dit c'est se tirer une balle dans le pied puisque si nous on protège, les autres ils protègent pas et il n'y a pas de frontières. Internet ça passe partout. En fait, le règlement général de la protection des données, il a fait ses preuves et maintenant il est bien reconnu. Aux États-Unis, les données sont considérées comme une marchandise qui est régulée par les lois du marché. Et puis les régimes totalitaires, ils utilisent les données pour contrôler les populations. Alors, bien entendu, quand on veut utiliser les données de santé pour la recherche, elles doivent être anonymisées. Alors, en France, comment est-ce qu'on est organisé? Ce qu'on appelle le SNDS, Système national des données de santé, ouvre, depuis la loi 2016, l'accès aux données de santé publique, c'est-à-dire celles de la carte vitale, à des fins de recherche. Donc, pour ça, il faut respecter certaines règles. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données de vous, de nous. Il y a une plateforme des données de santé qu'on appelle le Health Hub. Le but étant de faire un guichet unique destiné à faciliter l'accès aux chercheurs et qu'ils n'aient pas à faire des tas de demandes. Ça, c'est le principe. La règle, c'est un peu plus difficile parce que il y a des problèmes de savoir où sont hébergées les données. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu la peau des data hubs. Enfin, ça progresse. Voilà le principe. Donc, pour avoir accès à ces données, il faut avoir l'accord d'un comité qui s'appelle le Comité éthique et scientifique pour les recherches, le CESRES, que je préside, et après l'autorisation de la CNIL. Il y a aussi beaucoup de procédures de facilitation de l'accès à ces données pour les universités, pour les centres LINCA, pour les centres anticancéreux, etc. Et des procédures de facilitation. Et puis maintenant, il se crée un espace européen des données de santé qui va aussi permettre de faciliter cet accès. Alors, un mot sur le CESRES, sur quoi il se prononce pour autoriser ces données. Il y a un certain nombre de vous qui participent comme experts aux réunions. En gros, pour qu'une donnée soit, pour qu'un programme, un projet soit accepté, il faut qu'il y ait un intérêt public. Donc, ce sont des données qui appartiennent à la population. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un intérêt scientifique, un intérêt public. Il faut que la méthodologie soit correcte parce que dans le système national des données de santé, il n'y a pas tout. Il y a les médicaments qu'on a achetés en pharmacie, mais il n'y a pas les diagnostics pour lesquels les maladies, pour lesquelles ces médicaments étant achetés, avec des algorithmes, on arrive à les retrouver. Il faut que les patients soient informés, il faut que les données personnelles soient protégées. Alors pour ça, on examine en moyenne 30 et 40 dossiers par mois, ce qui fait un nombre considérable, avec 2 rapporteurs par dossier. En résumé, à peu près 80% reçoivent un avis favorable, et souvent après avoir été amélioré par les commentaires des experts. Alors la CNIL autorise pratiquement toujours en suivant l'avis du CESRES, elle veille à la protection des données personnelles, à l'anonymisation, à l'information des personnes, et ça c'est un sujet fréquent, quand les personnes ne peuvent pas donner leur accord personnellement, il faut demander une dérogation, on examine si la dérogation est justifiée. Alors quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État, c'est d'aider à construire les services numériques et les réguler, moderniser les systèmes d'information des hôpitaux et aider aussi à l'équipement des cabinets des médecins libéraux. La loi prévoit l'opposabilité des référentiels de sécurité et d'interopérabilité et d'une manière générale d'assurer la sécurité. Alors, le numérique en France, il y a une délégation ministérielle du numérique en santé en relation avec la CNAM, les directions du ministère et les agences régionales de santé. Et il y a une agence du numérique en santé qui assure la dynamique opérationnelle. Et il y a une plateforme des données de santé, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle le Health Data Hub. Et chaque citoyen, nous tous disposons d'un espace numérique en santé
Malheureusement, ça ne progresse pas très vite et il y a, des nouvelles, à peu près 15% des Français qui l'ont ouvert, ce qui est dommage. Alors maintenant, les algorithmes, les ingénieurs codent les règles des machines pour résoudre un problème. Et puis les algorithmes s'adaptent automatiquement aux tâches. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, en anglais le machine learning ou le deep learning. Alors cet apprentissage, il est progressif par feedback à partir des succès et des récompenses. Et en gros, cette technique d'apprentissage automatique s'inspire du fonctionnement des neurones de notre cerveau. Vous voyez en bas le cerveau humain, l'œil voit un chat, et après passage aux différentes couches de neurones du cerveau humain, l'interprétation c'est un chat. De même, une image analysée par différentes couches de neurones, une première couche, puis des couches cachées, va arriver à l'algorithme va dire c'est un chat. On peut dire qu'un enfant apprend très vite à distinguer un chat, un algorithme c'est beaucoup plus laborieux. Alors un petit mot sur ce qu'on appelle le data mining, c'est la fouille de données sans hypothèse. Alors on peut dire à quoi ça sert, en espérant trouver le Graal, laisser parler les données. Ceci dit, parfois on trouve des corrélations qui sont un peu bizarres et il faut savoir à quoi ça sert. Alors ce qu'on peut dire, c'est peut surtout servir à fournir des hypothèses, et en médecine, ça peut fournir des hypothèses pour des études de phase 1 et après prouver, mais c'est sûrement pas avec des fouilles de données qu'on arrive à faire des démonstrations. Alors, pour revenir à la médecine, pour arriver à la médecine, et quelles sont les applications de l'IA en médecine? En gros, toutes les spécialités, avant tout celles qui sont basées sur l'analyse d'images, que les machines arrivent très bien à analyser. Et puis vous voyez, je vous ai mis la liste. On va passer en revue quelques-unes, des exemples. À peu près toutes les spécialités sont concernées maintenant. Alors pour que vous soyez vraiment up-to-date, exactement ce qui s'est passé, je vais vous montrer maintenant, je les ai rajoutés dans mon exposé, ce qu'on a présenté il y a 48 heures à l'Académie de médecine qui a approuvé très largement ce rapport qui concerne non pas l'intelligence artificielle en général, mais les nouvelles formes qu'on appelle générer des tas d'autres choses. Ces textes sont très souvent pertinents, même de manière surprenante, et même ça a surpris les concepteurs, très souvent pertinents, mais parfois il y a des grosses erreurs. On appelle ça des hallucinations. Une validation humaine apparaît donc toujours nécessaire, ça c'est le premier message, c'est un message très important, il ne faut pas laisser les intelligences artificielles fonctionner tout seules. Alors, elles font l'objet d'un battage médiatique quasi quotidien, non seulement dans le presse spécialisé, mais dans la pièce, et je peux vous dire que pour se tenir à jour sur ce sujet, il faut pratiquement faire des articles tous les jours. Dans la grande presse, il y a des experts ou des experts autoproclamés qui annoncent régulièrement l'avènement prétendument irréversible de la suprématie sur la machine, de la machine sur l'être humain. Il n'y aura plus d'être humain, il n'y aura plus que des machines, il n'y aura plus de docteurs, il n'y aura plus que des diagnostics automatiques. Dans ces conditions, il a paru important, et c'est pour ça que nous avons été chargés de ce rapport, que l'Académie de médecine, une position pour proposer une approche raisonnée de cet outil exceptionnel pour dire il doit être utilisé, mais il ne doit rester qu'un outil au service de l'être humain, et ça je crois que c'est important. Pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut en connaître les principes de fonctionnement, je vais vous les expliquer rapidement. Ce système fonctionne par apprentissage automatique, c'est-à-dire aucune intervention humaine au départ, à partir de milliards de données. Et quand je dis 2 milliards, ChatGPT, c'est à peu près 100 milliards. L'équivalent chinois, c'est 1000 milliards de données. Ce qui est très différent de l'approche humaine. Il calcule des textes, mais il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas entraînés à rechercher ou à dire la vérité.
Si on veut les utiliser, je crois qu'il faut avoir bien saisi ça. Alors, rapidement, je vais vous parler là sur ces IA génératives, des principes de quelques applications et des recommandations qui ont été approuvées par l'Académie de médecine. Alors, les principes de fonctionnement. On appelle ça LLM, Large Language Models, sont entraînés en utilisant des très grands nombres de données. Les textes sont décomposés en fragments, suite de caractères, on appelle ça des tokens. Les systèmes répondent à des demandes qu'on appelle des prompts, et c'est un nouveau métier maintenant de savoir écrire des prompts. Si on ne fait pas une demande correcte, on n'a pas une réponse correcte. Les systèmes fonctionnent par des corrélations statistiques qui leur permettent de trouver un mot à partir du précédent et du contexte et de générer des textes avec une grande rapidité. Si vous avez essayé, en 10 secondes, vous avez une réponse à une question. Alors, ils combinent trois techniques à diverses phases de leur développement. La première, c'est l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire automatique, par corrélation, sans annotation par des humains. Et l'intelligence du système, c'est qu'il y a une deuxième partie qui est un apprentissage supervisé, donc supervisé par des humains, qui permet d'affiner ces modèles en les entraînant sur des données spécifiques et en filtrant certains résultats non appropriés. Et il y a ce qu'on appelle l'apprentissage ensuite par renforcement, qui permet d'optimiser les performances en sélectionnant, encore une fois avec l'intervention d'humains, les meilleurs résultats. Donc c'est ces trois techniques qui font la performance de ces modèles. Alors, c'est des enjeux d'éthique. Là, ça concerne, je suis en train de vous montrer l'exposé il y a 48 heures à l'Académie de médecine, les enjeux éthiques qui concernent aussi toutes les intelligences artificielles. On n'y reviendra pas après. Donc, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les temporalités humaines et technologiques sont très différentes. Cette célérité de l'information technologique, le temps limité pour la réflexion sociale et le poids des intérêts économiques sont tout à fait au centre de ces enjeux éthiques, ce qui induit un décalage qui est susceptible de générer pendant des années des tensions anthropologiques, psychologiques, économiques, sociales, politiques et culturelles. Le deuxième point, c'est qu'on peut dire qu'il ne serait pas éthique maintenant de se passer de l'aide de ces systèmes qui peuvent que ces systèmes peuvent apporter dans le cadre de la santé en général. Mais à aucun moment, je lis simplement ce qu'on a exposé avant-hier, dans l'état actuel des techniques mises en œuvre, ni la recherche de vérité, ni la mise en contexte de la signification des textes générés ne sont mises en œuvre. Ces systèmes représentent des risques avérés de leur conception à leur utilisation et à leurs évolutions. Et donc, je redis, une supervision humaine informée et active doit être constante. Et c'est pas du tout ce que disent ceux qui interviennent dans les radios grand public en disant, nous, êtres humains, allons être débordés par ces machines. Maintenir la distinction entre un texte écrit par un être humain et un texte généré par un système d'intelligence artificielle générale est important. Cette distinction est essentielle pour tout, la rédaction de thèses, de projets de recherche, pour même en œuvre de manière appropriée la supervision humaine, tout particulièrement dans notre domaine qui est le domaine médical. La nécessaire maîtrise en France et en Europe des intelligences artificielles génératives, de leur conception, de leur réalisation, usage, s'oppose à des intérêts économiques et politiques. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Les souverainetés scientifiques, technologiques, culturelles et numériques doivent être prises en compte, en particulier pour maîtriser le rôle fondamental de la langue d'expression médecine, puisque la plupart des systèmes sont écrits en anglais ou en chinois. Il y en a aussi, d'ailleurs, qui sont écrits en français. L'utilisation du numérique, et en particulier des IA génératives, va enrichir et complexifier les relations entre soignants et patients. L'éducation au numérique, en particulier à ces systèmes, doit être intégrée à la formation de tous les personnels soignants. Donc, c'est une implication dans toute la formation des médecins, y compris dans la formation continue. Si on pouvait dialoguer avec ces patients, il faut savoir à peu près comment ça marche et ce que ça veut dire. La tension est importante entre l'empreinte environnementale. Ça, c'est un autre problème. C'est que ces systèmes et les machines consomment énormément d'énergie. Et donc, ça, c'est un gros problème. Pour la planète, c'est pas toujours très bon.
En particulier, pour ce qui concerne les applications en santé, il est nécessaire de développer des métriques des empreintes environnementales de ces différents systèmes numériques, différentes étapes de leur développement et de leur mise en œuvre. Alors, tout à l'heure, je vais vous passer en revue un certain nombre d'applications. Là, on en a vu quelques-unes, je n'en reparlerai pas tout à l'heure. Alors, celle qui est la plus courante et la plus intéressante pour le grand public, c'est l'aide au diagnostic et au choix du traitement. En clair, est-ce qu'une machine va remplacer mon docteur? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les outils qui proposent une synthèse des différentes modalités diagnostiques, je ne parle pas d'une image radiologique, d'une analyse anapathe, mais une synthèse, celle que peut faire un médecin, qui pour l'instant n'ont pas encore fait leur preuve. Malgré des investissements considérables de milliards de dollars, pour l'instant, en clair, ça marche pas bien. Et puis, il faut dire que les cliniciens aussi sont réticents à adopter des outils dont ils comprennent pas le fonctionnement, d'où la nécessité d'expliquer, ni les manières de les intégrer dans leur pratique. Alors, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ça n'a pas encore beaucoup d'applications. Maintenant, il faut savoir, c'est que les systèmes dont on parle, ils sont entraînés par des données générales. Il va y avoir des systèmes entraînés par des données médicales, PubMed, qui sont beaucoup plus spécifiques. Et encore une fois, ces systèmes, ils sont entraînés à produire un texte, ils sont pas faits, ils sont pas entraînés pour fournir un diagnostic. Un mot sur la recherche, je suis obligé de passer très rapidement, mais évidemment, l'aide qu'ils peuvent apporter pour l'exploitation des données peut apporter une aide considérable. En recherche, par exemple, pour l'analyse des interactions entre génotype, phénotype, environnement, pour la formulation d'hypothèses scientifiques, il suffit de demander. Après, c'est juste ou c'est pas juste, mais on peut avoir plein d'hypothèses scientifiques. Et puis en recherche clinique et translationnelle, ça peut permettre d'utiliser des données de vie réelle. Vous savez, c'est tellement compliqué d'organiser un essai prospectif randomisé. Si on va rechercher les données de vie réelle, celles qui sont dans le SNDS, on peut faire des tas de choses. On peut utiliser les groupes contrôle synthétiques. À partir de 50 vrais patients, on peut créer 1500, 2000 patients synthétiques, des patients virtuels. On peut aller chercher où sont les patients qu'on veut mettre dans une étude. Et puis, bien sûr, on peut aider à la rédaction d'articles, ce qui pose des problèmes dont on a des spécialistes, M. Maisonneuve ici, savoir qu'est-ce qui a été écrit par des êtres humains, qu'est-ce qui a été écrit par les machines. L'enseignement est aussi un domaine important. Encore une fois, je vous demande de me pardonner pour cette revue. Il y a deux parties. Enseigner l'IA générative et l'IA générative pour enseigner. Enseigner l'IA générative, il est clair que maintenant, il faudra pour tous les étudiants en médecine une formation initiale aux connaissances générales, et puis que les étudiants devront continuer, bien entendu, à acquérir les connaissances de base de la médecine, mais les outils numériques leur permettront de se libérer d'un certain nombre de tâches répétitives et donc de disposer de plus de temps pour se servir de leur tête, pour réfléchir, pour le raisonnement et l'apprentissage au lit du malade. Et puis le deuxième volet, c'est les IA génératives pour enseigner. Et maintenant, il y a des tas de systèmes, notamment tous les doyens connaissent ça, l'utilisation du numérique, largement utilisé pour la formation des médecins. Alors, il y a d'autres exemples, on va en parler tout à l'heure. Alors, les recommandations, je vais vous dire simplement quelles ont été les recommandations de l'Académie de médecine sur ce sujet. Et après, je continuerai à reparler, après cet aparté, de l'intelligence artificielle en santé en général. Alors, les recommandations, il y en a 10. C'était une proposition, ce rapport et ces recommandations ont été acceptés à la quasi-unanimité. Tous les professionnels de santé doivent être formés. L'usage de ces systèmes par les professionnels de santé doit se généraliser, et on dit même il serait contraire à l'éthique de se passer de leur aide. Il faut absolument éviter de communiquer ces données personnelles. Quand on interroge ChatGPT, il ne faut pas mettre ces données personnelles, parce que c'est pas un copain qui vous répond, ça s'en va, et on ne sait plus où ça va. On n'a pas la maîtrise, et il n'y a pas de petites données, toutes les données sont importantes. Toute utilisation des IA génératives doit faire l'objet d'une supervision humaine
et le temps consacré au colloque singulier patient-soignant doit être préservé et renforcé. La responsabilité des différents acteurs, concepteurs, utilisateurs doit être clairement déterminée, et ça c'est l'objet de ce qu'on appelle l'AI Act, qui va bientôt être voté par le Parlement européen. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. La cybersécurité des établissements de santé et des plateformes doit être traitée comme une priorité absolue. Il n'y a pas de jour en France où il n'y a pas des attaques d'établissements hospitaliers. Enfin, la propriété intellectuelle des données servant à l'apprentissage des modèles doit être garantie. Et évidemment, il y a des risques. Et il y a par exemple le New York Times qui attaque ChatGPT pour lui avoir piqué ses données. Attendez, je me trompe là. Les recherches sur les applications doivent être fortement soutenues au niveau national et européen afin de réduire, ça c'est politique, mais de réduire la dépendance aux entreprises étrangères. Progresser vers une souveraineté numérique européenne. Elle doit se faire dans le respect des principes éthiques, et on en a parlé tout à l'heure, les impacts environnement et énergétiques doivent être vraiment considérés parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Alors on en revient à la pression. Je vous ai intercalé là pour que vous soyez pleinement à jour ce qui a été fait il y a 48 heures. L'imagerie. Alors rapidement, l'imagerie, c'est le premier domaine d'application parce que maintenant, la résolution des images des 100 pixels, 1 mm sur un scanner, c'est pas visible à l'œil d'un radiologue même averti. En revanche, c'est tout à fait analysable, exploitable par une machine et donc ça permet d'exploiter des données, des multiples paramètres d'imagerie fonctionnelle, d'imagerie moléculaire et même on peut modéliser la progression des tumeurs et des métastases pour pouvoir déterminer si le traitement marche ou le traitement ne fonctionne pas. Alors, par exemple, pour l'analyse de mammographie, vous voyez la machine qui peut déterminer là où il y a une zone suspecte et attirer l'œil du radiologue pour lui dire, voilà, là il y a un endroit, il y a une zone suspecte d'être un cancer, avec en fonction de la couleur, le degré de suspicion. Ou pour l'analyse automatique de radiographie de thorax, avec à gauche l'image au départ, et à droite, là où la machine attire l'œil du radiologue. Encore une fois, là aussi, il faut absolument une supervision humaine. Ces aides, il ne faut pas que les radiologues considèrent qu'elles vont les remplacer, qu'elles vont les remplacer, mais que c'est une aide et qu'ils doivent absolument valider. Ou la reconstruction sur un scanner d'une image d'une tumeur bronchique, ou le diagnostic automatique de pneumonie. Ça, c'est les machines qui le font tout seuls. Encore une fois, avant de transmettre au patient, il faut que le radiologue valide. Ou des nodules suspects sur un foie pour savoir si ça a des risques d'être un cancer ou un adénome bénin. Une nouvelle discipline que les radiologues appellent la radiomique, sur le principe que l'image recèle beaucoup plus d'informations que ce qu'on voit à l'œil nu. Il y a non seulement la morphologie de la tumeur, mais il y a aussi sa dynamique en fonction des contours, son bonne évolution, et qui peuvent renseigner sur son pronostic. Par exemple, là, c'est une image de cancer du rein métastatique qui a été traitée par anti-angiogénique, et avec les différentes images, on peut avoir une idée de l'effet du traitement, non seulement sur la réduction de la taille, ce qui est courant, mais aussi sur l'aspect et les limites. Alors, les aides au diagnostic et au traitement, on en a parlé pour les IA génératives, c'est un petit peu la même chose pour les autres IA, j'en parlerai pas. Et puis maintenant, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a également des publications qui disent la machine a fait mieux que les docteurs. C'est pas tout à fait vrai. Sur un point ponctuel, c'est peut être vrai, mais en général, on a des publications, par exemple à partir des synthèses du New England Journal of Medicine, où les machines peuvent faire mieux que des docteurs. Sauf que un résumé de cas cliniques, c'est pas vraiment un patient. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'aide à la décision, je vous ai dit que ça avait coûté beaucoup d'argent pour l'instant sans beaucoup de résultats. Les obstacles, ils sont surtout humains, il faut avoir la confiance. Et puis, il y a ce qu'on appelle la boîte noire. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où la donnée est arrivée dans la machine et elle ressort? Il faut une certaine transparence. Alors, les gens disent, quand on va dans un avion, on ne demande pas au pilote de savoir comment il fait.
Non, mais il faut quand même expliquer un peu au principe comment le principe peut fonctionner si on veut que nos malades, quand on utilisera ces systèmes, puissent avoir confiance. Alors bien entendu, les médecins vont devoir apprendre à connaître ces outils, et ça j'insiste, l'idée n'est pas de faire des médecins automatiques comme certains le disent, mais des médecins augmentés, mieux informés, qui ont à leur disposition tout ce qui se fait sur le sujet, mieux outillés pour mieux soigner. Et puis aussi informer le public. Euh, Ça, c'était le journal The Economist il y a quelques années, qui disait Doctor You. Vous êtes le docteur, autrement dit, vous prenez l'ordinateur, vous n'avez plus besoin des docteurs. Et puis régulièrement, on a des articles qui disent que les systèmes, les machines arrivent à analyser les données écrites. Bon, enfin, on n'en est pas encore là. Alors, la télémédecine. La télémédecine, vous savez ce que c'est? Là, elle peut être très utile là où l'accès aux médecins est difficile, où les médecins sont éloignés. Par exemple, les déserts médicaux, il n'y a pas qu'en Afrique, il y en a en France, ou pendant la pandémie Covid, ou dans les zones de guerre, actuellement en Ukraine. En Afrique subsaharienne, près de 90% de la population a accès à des smartphones, donc ça peut être un apport considérable. Alors l'avantage, elle est simple, rapide, elle évite des déplacements et, et les délais pour certaines spécialités. Les limites, c'est qu'il n'y a pas d'examen clinique. Alors il y a certains défenseurs de la télémédecine qui disent maintenant la référence à la télémédecine, l'examen clinique, j'ai entendu, il sert que dans 5% des cas. Alors ça, c'est pas vrai. Il sert pas dans 5% des cas. Je crois que la référence, c'est vraiment la médecine avec l'examen clinique. Et quand on peut pas, on a la télémédecine, on essaie de compléter comme on peut. En France, la télémédecine est remboursée sous certaines conditions. Alors, par exemple, voilà des exemples dans les pays du Sud, sont d'échographie télétransmise à un spécialiste, un radiologue qui est à distance et qui va pouvoir, l'examen étant fait là par un infirmier, Bruce, ou la fondation Pierre Fabre qui a fait beaucoup de travail là-dessus, par exemple, des projets, suivi des populations. Vous voyez, il y a en Guinée un projet sur l'épilepsie, sur la vision, ou pour un appareil connecté de diagnostic cardiaque, d'électrocardiogramme. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous parler des robots chirurgicaux, parce que parfois j'oublie, mais on me dit, vous êtes chirurgien, vous trahissez votre spécialité. Alors, je ne vais pas la trahir, mais en gros, bon, un robot, c'est une machine qui est commandée par un ordinateur. Les robots chirurgicaux actuels, ce sont des télémanipulateurs qui convertissent les gestes du chirurgien en mouvements précis. Actuellement, il n'y a pas ou peu d'intelligence artificielle dans les robots chirurgicaux. Ceci dit, l'arrivée de l'intelligence artificielle est inéluctable. Ça va venir, mais c'est pas encore le cas. Et il faut bien se dire dans sa tête que pour que ces robots deviennent autonomes, il va falloir qu'ils puissent voir, comme le chirurgien, toucher avec des palpeurs, penser grâce à un processeur et agir en commandant des actionneurs mécaniques. Alors on n'y est pas encore. Pour l'instant, le futur appartient plus aux partenariats chirurgien-robot qu'aux robots chirurgicaux complètement autonomes. Ça ne sera pas pour tout de suite. En revanche, l'IA peut servir à coordonner les différentes personnes qui interviennent dans une salle d'opération, les infirmiers, les anesthésistes, les chirurgiens. Alors parmi les disciplines, la psychiatrie ou la neurologie fait pas partie de celles qui sont les plus évidentes. Eh bien oui, l'intelligence artificielle peut aider en psychiatrie en utilisant la réalité virtuelle comme aide de traitement, par exemple pour un diagnostic précoce par analyse de vidéos d'enfants qui sont susceptibles d'entrer dans le spectre de l'autisme. Les vidéos des relations avec leurs parents peuvent aider à pouvoir les prendre en charge plus rapidement. Et puis pour des agents conversationnels, je vais vous en dire un mot tout de suite. Et puis en neurologie, bien sûr, les diagnostics d'IRM et de scanner pour faire les diagnostics et la stimulation cérébrale profonde, comme par exemple pour la maladie de Parkinson. Alors ça, c'est pas un jouet, c'est un petit robot conversationnel. Et les enfants, apparemment, disent les pédopsychiatres, se confient plus volontiers à un petit jouet comme ça, qui écoute pas.
qui n'a pas d'émotion, mais qui enregistre leurs émotions et qui peut leur répondre. Il y a un grand docteur en blouse blanche. Donc c'est un outil qui peut être utilisé. Et puis à l'autre extrémité de la vie, dans les EHPAD, ça c'est un petit phoque, qui s'appelle Paro, qui est utilisé dans les EHPAD, c'est ce qu'on appelle les robots socio-affectifs, qui peuvent détecter les expressions et simuler l'émotion, mais qui n'ont pas de conscience. Alors, on sourit, on dit il faut pas se moquer des gens âgés en leur refilant un joujou, il vaudrait mieux du personnel. C'est pas si évident que ça. Quand il n'y a pas de personnel, il vaut mieux avoir un petit robot conversationnel. En tout cas, ça marche bien. Ce petit objet coûte 7 000 € et l'entreprise qui le fait en a vendu des milliers. Dans le domaine du handicap et de la dépendance, l'IA pour réparer l'homme malade ou handicapé, vous savez que c'est les exosquelettes, les interfaces cerveau-machine. Après, je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure en plus, augmenter l'homme sain, ça, là on franchit les limites et on est dans les problèmes éthiques, danger. Mais en fait, à y réfléchir, la limite, la frontière peut être un peu plus subtile. Je laisse ça à vos réflexions, mais quand on vaccine quelqu'un, est-ce qu'on répare un homme malade ou est-ce qu'on augmente un homme sain en lui permettant de mieux se protéger contre les virus? Question. Qu'est-ce que c'est un interface cerveau-machine? Je suis désolé de vous faire un peu un catalogue, mais c'est pour vous raconter un peu tout ce qu'on peut faire. Un interface cerveau-machine, on enregistre le signal électrique d'un cerveau, soit avec des électrodes qui sont en surface, comme un électroencéphalogramme, soit des électrodes internes. Le signal est ensuite traité, et une fois débarrassé du bruit de fond, et ce signal, par exemple, quand la personne a bougé un bras, on peut s'en servir ensuite pour mobiliser un bras artificiel pour quelqu'un qui a perdu un membre. Ça, c'est les interfaces cerveau-machine. On peut aussi, dans le handicap, il y a des systèmes écrire par la pensée. Alors ça, c'est un patient qui a un syndrome de l'enfermement, il peut plus bouger, il peut plus rien faire. Il arrive dans son cerveau à signifier les lettres qui passent, son intérêt pour les lettres qui passent sur l'ordinateur, et grâce à ça, en signant le M, le E, etc., il arrive à dire merci docteur. Alors c'est des systèmes qui se développent progressivement, mais dont on voit l'intérêt potentiel. Alors je viens au devant de vos questions. Je vous ai parlé de ça. Vous avez entendu parler d'Elon Musk et de sa micropuce, de Neuralink, qui soulève un certain nombre de problèmes éthiques. Alors juste pour vous en dire un mot, elle est autorisée par la FDA, l'administration américaine, pour expérimenter chez l'homme. Alors ça, on n'a pas bien compris pourquoi, parce qu'il y a pas mal d'expérimentations animales qui sont pas très très bien déroulées. En gros, on nous a demandé aussi à l'Académie de médecine de faire un communiqué là-dessus. Il y a un grand nombre de microélectrodes qui sont passées dans le cerveau et une miniaturisation qui devrait permettre de meilleurs enregistrements de l'activité neuronale et des signaux de commande plus performants dans le cadre de ce que je viens de vous montrer, les interfaces cerveau-machine. Donc ça peut être un atout pour les systèmes de stimulation cérébrale profonde, comme par exemple on l'utilise pour la maladie de Parkinson, ou pour la commande de dispositifs pour des sujets paralysés. Maintenant, ce que souhaite son promoteur, enfin Elon Musk en clair, il souhaite utiliser ça pour la transmission de pensée, l'interaction avec nos comportements, la personnalité. Évidemment, ça pose des questionnements éthiques majeurs. Alors, dans les autres domaines, aller un peu plus vite, l'application évidente, c'est les tumeurs de la peau, la dermatologie, où là, ça date de quelques années, les intelligences artificielles capables de reconnaître les mélanomes, capables aussi de faire des grosses erreurs, hein. Donc il faut là aussi une validation humaine. Et quand on connaît les délais de rendez-vous avec des dermatologues, on peut penser qu'il peut y avoir intérêt, notamment avec des applications comme ça, où les patients peuvent photographier un bobo, la machine leur dit non, ça a l'air bénin ou ça a l'air pas sympathique. Et dans ce cas-là, je pense que quand ils ont le secrétariat de leur dermatologue,
il peut un peu mettre la pression en disant je peux pas attendre 3 mois mon rendez-vous. Le diagnostic de la rétinopathie diabétique, c'était le premier dispositif qui a été approuvé par la FDA aux États-Unis, qui permet un diagnostic automatique, donc il peut équiper des centres de santé, des dispensaires et être analysé au bout de la chaîne par des ophtalmos. En endocrinologie, je vous fais un petit catalogue, là on pourrait développer chacun, mais on n'a pas le temps. Nombreux dispositifs médicaux pour contrôler la glycémie, avec notamment des pompes à insuline, à commande vocale ou asservies à la mesure automatique non seulement de la glycémie, ça c'est facile, mais également en fonction de l'activité du malade qui peuvent faire augmenter ou réduire ses besoins d'insuline. En anatomie pathologique, bien entendu, les lames virtuelles peuvent résoudre des tas de problèmes de partage entre différents laboratoires et d'analyse à distance, au lieu d'avoir, comme on le faisait, envoyer les lames par la poste, et puis ça arrive pas, on attend 3 mois, on voit le malade. Ah ben non, je suis désolé, j'ai pas reçu la réponse. Ou la lecture et acquisition des images par différents équipements, ou des analyses multiparamétriques de phénotypage cellulaire. Par exemple, vous voyez là des images avec du marquage immunofluorescent avec des tas d'anticorps qui apparaissent sur la même vue. C'est des images qui ont été prêtées par Cécile Badoil. Ou alors des technologies comme celle-ci, bon, j'entre pas dans les détails, d'anticorps conjugués des isotopes métalliques, des séquences ADN ou des anticorps conjugués à la fluorochrome, tout ça. L'analyse multiparamétrique de toutes ces données. En biologie et en santé, je vous en ai parlé avec les IA génératives, donc je reviens pas. Une des plus importantes découvertes de ces dernières années a été faite il y a 2 ans par une équipe de Google, les DeepMind. J'ai eu la chance de pouvoir recevoir au groupe de travail le premier auteur pour démontrer la dimension tridimensionnelle de toutes les protéines. Et ça, c'est un progrès énorme qui aurait été jamais possible sans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et avec ça, on peut synthétiser des protéines. Ça, c'est pas des protéines naturelles, c'est des protéines artificielles qui peuvent être synthétisées grâce à ces techniques et que d'autres laboratoires ont ensuite confirmé. Les essais cliniques du futur, je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure, on peut notamment utiliser des cohortes synthétiques en refabriquant des cas synthétiques à partir de malades réels. Les analyses de données de vie réelle, aussi, je vous en ai parlé, j'avais préparé ça, mais j'ai voulu vous donner presque en vie réelle les rapports récents de l'Académie. La vie réelle, juste pour vous en dire un mot de plus, quand on fait un essai clinique, on sélectionne des patients qu'on va randomiser pour un bras ou pour un autre. C'est des patients hyper sélectionnés qui représentent pas bien les données de vie réelle. On peut maintenant, avec ces nouvelles technologies, analyser des patients qui ont déjà été traités et arriver à avoir des tas d'informations là-dessus. Et ça, c'est l'intérêt du système national des données de santé. Et dans le comité que je préside, on a très souvent des demandes d'accès à ces données pour des raisons comme ça, ou pour un médicament qui était autorisé à être mis sur le marché, sans qu'il y ait toutes les preuves scientifiques, et pour lesquelles la HAS demande une preuve et demande au laboratoire de garder les données, et après on vérifie que ce médicament a bien intérêt ou pas. En cancérologie, il y a des tas d'applications. Par exemple, cette équipe de Curie, l'analyse du génome par séquençage haut débit et IA a permis de trouver l'origine de cancers métastatiques de primitifs inconnus, à près de 80% des cas. Ça, c'est un gros problème qu'on a en cancérologie. Quand on trouve des métastases et qu'on ne sait pas l'origine, on ne sait pas comment traiter ce patient. Ou par exemple, le classement automatique des cancers du sein, selon les gènes exprimés. Et en fonction des gènes exprimés, le traitement est différent. Et ça, c'est classé tout à fait automatiquement. Ou dans les tumeurs cérébrales, par exemple, ce sont des analyses d'IRM qui permettent, après, à droite, de déterminer dans une image quelle est la partie d'œdème, quelle est la région proliférante et quel est le cœur nécrotique de la tumeur.
Alors juste un petit commentaire, ces images-là, comme les suivantes que je vais vous montrer, elles ont été faites à partir d'IRM anglaises, ce qui est un peu navrant. C'est des équipes françaises qui travaillent, et c'est tellement compliqué en France d'avoir accès aux IRM qu'ils sont obligés d'aller les chercher à l'étranger. Prédiction de la progression des tumeurs. Ça, c'est des logiciels qui permettent de calculer à partir d'un temps T0 et T1 la taille d'une tumeur. Là, c'est une métastase de tumeur du rein. N'importe quel temps. Et puis, vous voyez la partie, le petit losange bleu, c'est la taille réelle. Et vous voyez que c'est pas très loin de la partie qui avait été calculée. Cette équipe aussi peut étudier la présence de la croissance des méningiomes. Elle est en bas, la partie en rouge, la surface prédite, en bleu, la surface réelle. Et arrivent également ces algorithmes à détecter non seulement la taille de la tumeur, mais la compression sur le parenchyme cérébral qui est à l'origine des complications, crise d'épilepsie, etc. En cardiologie, il y a des tas d'applications. Pour les anomalies anatomiques, par exemple, l'analyse par IRM des hypertrophies, séquelles de nécrose, des troubles électriques et de la convulsion, les complications mécaniques et hémodynamiques, insuffisance cardiaque, et tout ça, c'est l'objet de très nombreuses créations d'entreprises. Alors voilà, par exemple, là, vous avez 4 cœurs qui vont être analysés par les réseaux de neurones, et vous voyez, ils sont décomposés en images, et après, on vous dit, voilà, la machine dit, ça c'est une anomalie du ventricule droit, une cardiomyopathie hypertrophique, dilatée, un infarctus du myocarde, ou un cœur normal. Donc, vous voyez l'aide que ça peut apporter à un radiologue, un cardiologue. Un mot sur l'intelligence artificielle pendant la pandémie de Covid. Un mot un petit peu décevant. Pendant cette période et dans ces périodes d'épidémie, il y a des gros progrès, comme dans les guerres, ou puis l'inverse. Accélération des applications numériques. La télémédecine, on en a parlé tout à l'heure. La télésurveillance des dispositifs implantés, par exemple, pour prédire les risques d'insuffisance cardiaque quand les patients avec des pacemakers ne pouvaient pas aller voir leur cardiologue. La gestion des appels d'urgence du SAMU. Modélisation d'évolution d'épidémie. Anticiper les besoins. C'est ce que le directeur de la santé vous analysait tous les jours. Ça va augmenter, ça va diminuer. Enfin, la météo de l'épidémie. Les applications de traçage, Stop Covid, etc. La gestion des passes sanitaires. L'identification des facteurs de gravité qui doivent amener à hospitaliser un patient ou tout. Enfin, ce qu'on peut dire dans l'ensemble, tout ça c'est du numérique, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, et en gros, elle n'a pas apporté grand-chose, l'intelligence artificielle pour l'instant. En revanche, ce qui a été appris pendant cette épidémie sera utile pour la suivante, en espérant qu'elle sera pas trop précoce. Alors ça, c'est une détection automatique sur un scanner thoracique de pneumonie Covid-19. Il y a tout un domaine maintenant aussi, c'est la découverte des médicaments. L'intelligence artificielle, si vous lisez le rapport de l'Académie de médecine, il y a tout un chapitre sur la découverte des médicaments. Et là, l'intelligence artificielle peut être extrêmement efficace et accélérer et remplacer à part les médicaments, ils sont découverts à partir d'un cahier des charges et des chimistes qui font des tas d'hypothèses pour essayer de répondre à ce cahier des charges. L'intelligence artificielle peut aller beaucoup plus vite et remplacer assez rapidement le travail de beaucoup de chimistes et donc réduire les coûts, réduire les temps de découverte et aussi identifier plus rapidement les causes d'échec et des toxicités dans un essai et donc permettre d'arrêter l'essai, de savoir que le médicament n'est pas adapté, ciblé par les biomarqueurs, bien entendu, permet aussi de réévaluer des études anciennes qu'on avait considérées comme non concluantes et on avait manqué ce qu'on appelle des signaux d'efficacité qui peuvent être réanalysés. Et puis bien sûr, ça peut servir aussi à la pharmacovigilance. On l'a dit tout à l'heure, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur parce que les établissements de santé sont des cibles fréquentes.
Les cyberattaques peuvent affecter la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes. On avait reçu à notre groupe de travail le directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. C'est un gros problème. Je vous ai dit, pratiquement tous les jours, il y a des hôpitaux qui sont attaqués. Et donc, c'est à eux de faire attention à pas avoir de brèche dans leur sécurité informatique et de faire attention notamment à des collaborateurs qui se promènent avec des clés USB qui risquent après d'infecter le système. Alors, ça peut être fait à des fins, notamment avec des fins lucratives, où les données sont cryptées et les pirates demandent de l'argent en échange de la clé décryptée. Le conseil à tous les responsables d'établissement, c'est de pas payer, mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, l'hôpital à l'ère du numérique, il y a d'innombrables applications, à la fois médicales et de gestion hospitalière. En 2019, il y avait 76% des établissements français où les prescriptions étaient numériques. Ça permet aussi le contrôle de l'administration des médicaments, l'orientation des patients dans l'hôpital par des bornes automatiques ou des agents conversationnels. Enfin, il y a très nombreuses applications. Maintenant, une question qui se pose, vous pouvez imaginer, c'est quel est l'impact de l'informatisation sur les métiers de l'hôpital. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais être remplacé par une machine? Alors, clairement, il y a des métiers qui vont disparaître. Il y en a un certain nombre qui seront transformés. Il y a des nouveaux emplois qui seront créés. Il y aura plus d'informaticiens, de data scientists. Les fonctions de support et d'organisation bénéficieront de l'expérience ou bénéficient déjà de l'expérience dans d'autres secteurs, en industrie. Le métier de secrétaire médical va se modifier. Mais enfin, à mon sens, tous les métiers qui sont en contact avec les patients ne disparaîtront pas, parce que quand on va à l'hôpital, on est inquiet et on a besoin d'un contact avec des êtres humains et pas seulement avec des machines. L'enseignement, on en a parlé tout à l'heure, je reviens pas. La prévention des maladies, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut s'en servir pour prévenir les maladies? Exploiter les données de santé pour prévenir la survenue ultérieure de maladies. Alors, on peut faire des tas de choses en analysant les parcours de personnes, leur parcours de soins, les appareils connectés, les montres connectées. Il y a des limites. Il y a des limites. On peut dire à chacun, vous avez des chances ou des risques de mourir dans 5 ans, dans 10 ans. Tout le monde n'est pas capable de supporter ça. Les montres connectées, elles envoient plus de gens à l'hôpital pour des suspicions de maladies qui ne sont pas juste confirmées que pour un vrai intérêt. C'est ce qu'on appelle en anglais overdiagnosis. C'est pas un diagnostic faux, mais c'est un diagnostic inutile et dépourvu d'impact. Donc ça pose des problèmes, et ça aussi, ça pose des questions, y compris éthiques. Alors, ça, vous allez vous demander ce que c'est. Moi, j'avais invité un responsable du CNES, M. David, en lui demandant de nous traiter intelligence artificielle et santé. Ça, c'est une carte de satellite de la région de Montpellier, où l'analyse par intelligence artificielle de cette carte permet de prédire la densité des populations de moustiques Aedes à destination de l'Agence régionale de santé pour dire où il y a des risques de transmission des maladies par ces moustiques. Vous voyez, on est plus loin que ce qu'on pouvait penser de la prédiction des maladies grâce à l'IA. On arrive à la fin, la réglementation. Alors, la réglementation, c'est un problème, parce que là, on est dans un domaine où les progrès technologiques et scientifiques, ils vont beaucoup plus vite que les lois. Donc, ou bien on court après tout le temps, ou bien on abandonne. Je vous ai dit que l'Europe et les États-Unis n'avaient pas pris les choses de la même façon. Aux États-Unis, le président Biden s'y est intéressé. Il y a eu un avis émis par un advisory board. Point. En Europe, on a une réglementation maintenant qui est beaucoup plus structurée. Il y a le règlement général de la protection des données, très critiqué, maintenant qui est appliqué et qui protège quand même bien la confidentialité des données du citoyen. Il y a le DSA, Digital Service Act, qui concerne les services et qui est en train d'application. Et il y a l'AI Act. Je vais vous en dire un petit mot. Alors, qu'est-ce que c'est l'AI Act?
il n'est pas encore passé, il va passer, il est approuvé par les chefs de gouvernement et il doit être voté par le Parlement européen. Dans cet acte, les systèmes sont réglementés en fonction de leurs risques potentiels. Ça a été très discuté en fonction des risques. Il y a ce qui est considéré comme risque inacceptable. Par exemple, les données biométriques pour déduire l'orientation sexuelle des gens interdit. Il y a les risques élevés. Notamment, il y a la santé dedans. En beau justice, les modèles doivent être sûrs. C'est l'obligation de leurs promoteurs de le prouver, transparent, explicable aux utilisateurs, doivent respecter la réglementation sur la protection de la vie privée, l'absence de discrimination. Et il y a les risques faibles, les autres, où les utilisateurs doivent être informés qu'ils utilisent un système utilisant l'IA. Et les amendes peuvent aller, elles peuvent être colossales, c'est-à-dire 7% de bénéfices annuels globaux. Dans ce domaine-là, Apple vient d'être condamné à 1,8 milliard d'euros pour non-respect de la position dominante. Alors, pour les systèmes d'IA générative dont je vous ai parlé tout à l'heure, la réglementation est distincte en raison de l'application vaste et imprévisible. Il y a deux niveaux. Premier niveau, les systèmes d'IA générative d'usage général, excepté les recherches et les publications sous licence ouverte, les open data, obligation de transparence sur les méthodes d'entraînement, de respect des lois, des droits d'auteur et de consommation d'énergie. On en est loin, donc il est clair que ça va avoir un impact par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le deuxième niveau, encore plus strict, les modèles à usage général considérés comme ayant des capacités d'impact élevées et un risque systémique plus important, en fonction de la puissance des systèmes, sont obligés à des tests de sécurité rigoureux, cybersécurité et des transparences sur les détails de l'acheter les sources de données. La question GPT que vous pouvez utiliser maintenant, le GPT payant qui est le GPT-4, il n'est pas clair de savoir s'il est dans le premier ou le deuxième niveau. S'il est dans le deuxième, ça va clairement réduire les possibilités d'usage. Et les modèles destinés à la recherche sont plus ou moins exemptés de ces règles. Alors pour terminer, donc intelligence artificielle et santé, je vous ai fait un panorama. On peut insister plus sur des domaines sur d'autres. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que cette intelligence artificielle, elle est là, elle est dans nos vies. Donc il n'y a plus moyen de faire comme si elle n'était pas là. La question, c'est pas de savoir s'il faut l'utiliser ou pas. La question, c'est comment. La santé est au premier rang des facteurs d'impact. Donc, il est indispensable que les professionnels de santé se forment. Les IA génératives, c'est un pas de plus, on en a parlé. Et puis, ce qu'il faut maintenant, il faut gagner le défi de la confiance des acteurs et de la population, se garder des fantasmes. Et dans ce domaine-là, ceux qui se répandent dans les médias en annonçant la fin de l'être humain, etc., on rendent pas beaucoup service. Et en plus, le terme intelligence artificielle n'est pas très approprié. Donc, il faut faire de l'éducation, en parler, et puis gagner la confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté.